Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Social Club. Alors vous vous attendiez évidemment à voir Noémie, rédactrice de direction à ma place. Je sais la grande frustration, des illusions qui est la vôtre, mais Noémie a un souci de connexion. Donc on va hélas la faire sans elle. Elle s'excuse évidemment. Elle vous rappelle naturellement que le magazine Direction est partenaire du Social Club, que vous pourrez bénéficier d'un accès gratuit pour un numéro avec un lien qui vous sera donné dans le cadre du replay, pour les personnes inscrites évidemment. Vous posez vos questions dans l'onglet questions et on verra dans quelle mesure nous sommes en capacité de répondre à vos milliers de questions sur le report des congés payés et l'impact pour le secteur, notamment sur les congés trimestriels. Mais avant de laisser la parole à Cécile qui a donc épluché toute la doctrine possible et imaginable concernant ces fameux arrêts rendus il y a quelques semaines par la Cour de cassation, on va d'abord dérouler notre menu classique et habituel, à savoir les actualités légales. L'actualité conventionnelle, ça va aller assez vite parce que clairement, il n'y a pas grand-chose. On fera un petit point rapide sur délégation de pouvoir, donc les Xème jurisprudences rendues par la Cour de cassation. Et on terminera évidemment par les décisions rendues il y a quelques semaines par la Cour de cassation sur le volet de report, acquisition, prise des congés payés en cas d'arrêt maladie. C'est parti, on y va. Avec l'actualité légale. Alors l'actualité légale, on commence par un sujet qui revient quand même, pour lequel le cabinet a encore des questions. À savoir, est-ce que je peux licencier un salarié pour faute grave alors qu'il est en absence injustifiée ou dois-je nécessairement mettre en œuvre la procédure de présomption de démission? Alors, on a toujours cette question qui revient. On fait toujours la même réponse. À notre sens, rien ne vient empêcher l'employeur de faire un licenciement pour faute grave plutôt qu'une procédure de présomption de démission. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il pourrait y avoir un jour un risque, non pas vis-à-vis du salarié, parce que lui, pour le coup, ça ne change pas beaucoup à son point de vue, mais plutôt en lien avec le Pôle emploi, puisque évidemment, toute la philosophie de la loi, c'est de ne pas permettre à ses salariés d'obtenir une indemnisation Pôle emploi du fait de cette procédure. Donc, en faisant un licenciement pour faute grave, abandon de poste, on laisse la possibilité à ce salarié d'aller potentiellement obtenir une indemnisation Pôle emploi. Donc, ça veut dire que le Pôle emploi pourrait peut-être un jour, avec une éventuelle modification législative, venir rechercher les employeurs qui ont permis aux salariés, pourtant présumés démissionnaires, d'avoir un licenciement pour faute grave et donc de potentiellement bénéficier d'une indemnisation au titre du Pôle emploi. Pour nuancer quand même ce propos, la loi, pour le moment, ne prévoit absolument pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucun élément de cette nature, comme on peut l'avoir dans d'autres situations. Mais on n'est pas à l'abri d'une modification et que, comme dans l'hypothèse où un employeur se fait condamner dans le cadre d'un conseil de prud'homme, vous savez, il y a toujours cette petite ligne et condamne l'employeur à rembourser dans la limite de 6 mois les indemnités versées par Pôle emploi aux salariés. Bah, il n'est pas impossible qu'un jour, on ait un Pôle emploi qui décide d'aller réclamer l'argent à l'employeur dès l'instant qu'il aurait notifié un licenciement pour faute grave. Donc, clairement, la recommandation du cabinet, c'est aller sur la procédure spécifique mise en œuvre par le législateur, à savoir la présomption de démission. Arrêter le licenciement pour faute grave et aller sur la présomption de démission. Sur ce sujet, on a également une deuxième thématique qui revient assez souvent. Donc la première, est-ce que je peux toujours licencier pour faute grave? La deuxième, c'est oui, mais mon salarié a envoyé finalement, non pas 15 jours qui est le délai de mise en demeure, mais a envoyé 3 semaines plus tard, 1 mois et demi plus tard, une justification de son absence. Ça, pour le coup, ça va être un vrai sujet demain de contentieux. C'est-à-dire qu'on va avoir, en termes de décision, des juridictions de premier degré, conseil de prud'homme,
qui vont se positionner sur est-ce que le salarié peut justifier de son absence en dehors du délai que lui laissent les dispositions légales et réglementaires. Alors en toute logique, la réponse devrait être non, puisque le texte il est très clair, le salarié doit justifier de son absence ou d'une cause de son absence pendant le délai de mise en demeure, donc 15 jours normalement. Ça va être le principe. Mais on risque d'avoir des exceptions, ou en tout cas des cas très particuliers, comme celui d'un salarié qui serait hospitalisé et qui n'aurait pas pu retirer le courrier recommandé de mise en demeure, ou qui va nous dire, bah oui, quelqu'un l'a retiré, mais je n'ai pas pu vous justifier puisque j'étais hospitalisé, etc., etc. Donc sur cette partie-là, on risque d'avoir effectivement un jour des décisions qui vont peut-être atténuer, on va dire, la rigueur du texte, mais vraiment pour prendre en compte des situations bien particulières. Donc pour le moment, en ce qui vous concerne, le salarié doit donner ses justifications dans le délai de mise en demeure. S'il vous les donne au-delà, eh bien c'est terminé, c'est trop tard. On est sur cette fameuse présomption de démission. Et on a un troisième thème toujours lié à cette question de la présomption de démission, mais qui est encore plus anecdotique, qui est de pure théorie. Donc on imagine un salarié qui n'est plus là, est en abandon de poste, vous lui notifiez le courrier précise bien qu'il a un préavis, puisqu'on est sur une présomption de démission. Imaginons que le salarié se pointe pendant son préavis. Vous n'allez évidemment pas le dispenser d'exécuter son préavis, puisque dans cette hypothèse-là, vous allez devoir le rémunérer. Donc, dans ce cas de figure-là, le salarié va faire son préavis d'une durée fixée par les dispositions conventionnelles et sortira des effectifs à l'issue de ce préavis. Là, on est vraiment sur une situation très, très atypique et hautement improbable. Donc voilà, premier bloc, présomption de démission. Ça reste encore dans l'air du temps, il y a encore quelques questions et clairement, on va avoir des contentieux qui vont se développer principalement sur les causes de la dite absence du salarié. Deuxième actualité légale, qui est là pour le coup beaucoup plus fraîche, c'est le sujet de la période d'essai. Puisque depuis le 9 septembre dernier, eh bien, sachez que les périodes d'essai de branches plus longues que celles inscrites dans le Code du travail sont purement et simplement considérées comme étant supprimées. Elles n'existent plus. Le ministère du Travail a livré, comme on en a l'habitude désormais, sa position. Et vient me dire, et on aimerait bien que ce soit la même chose pour ce que vous expliquera Cécile tout à l'heure, sont seuls concernés les nouveaux contrats de travail conclus à partir du 9 septembre 2023. Concrètement, si vous avez un salarié dont le contrat de travail a été conclu en mai, en juin ou en juillet, et que la période d'essai que vous avez fixée est plus longue, et on verra tout à l'heure de qui on parle précisément, est plus longue que celle inscrite dans le Code du travail, vous n'avez pas besoin de le modifier. Par contre, si demain, un employeur en convention de 66, par exemple, décide, et quand je dis demain, c'est demain, le 27, décide de conclure un contrat de travail avec un cadre relevant de l'annexe 6, vous savez que la durée de la période d'essai pour ce personnel-là est de 6 mois. Or, le Code du travail nous dit que la période d'essai pour un personnel cadre, c'est 4 mois. Alors, on a une nuance, parce que le Code du travail nous dit c'est 4 mois, renouvelable une fois. Donc, ça fait 8. Sauf que, évidemment, pour qu'une période d'essai soit renouvelée, il faut que ce soit prévu par une convention collective, ce qui, évidemment, n'est pas le cas dans la majeure partie des conventions collectives du secteur, et en tout cas la 66 ou la 51. Donc, ça veut dire que terminer depuis le 9 septembre, les périodes d'essai de 6 mois pour le personnel cadre, on passera désormais automatiquement à 4 mois. Et on a d'ores et déjà des conventions collectives qui se sont emparées du sujet. Par exemple, les centres de lutte contre le cancer ont déjà conclu un avenant. Le dialogue social fonctionne au sein des centres de lutte contre le cancer. On est ravis pour eux. Ils ont conclu un avenant le 2 juin 2023 pour aligner la durée des différentes périodes d'essai. Alors, est-ce que Nexem pour la 66 va conclure un avenant? Est-ce que la FEAP va conclure un avenant? Est-ce que ce sera dans le cadre de la future convention collective unique en 2042 que ces durées seront alignées? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir revoir vos modèles de contrat de travail et plus précisément pour ceux sous la 66 avec le personnel cadre, puisque terminé les périodes d'essai de 6 mois, on passe à
4 mois. Et du coup, pour ceux qui vont oublier de modifier leur trame, là encore, on pourrait avoir un sujet contentieux, à savoir, j'ai laissé 6 mois de période d'essai à mon cadre, je décide de rompre la période d'essai à 6 mois, celui-ci me dit non, ce n'est pas possible puisque en fait ma période d'essai aurait dû être de 4 mois. C'est terminé, il n'y a pas de discussion possible, c'est un licenciement ou ce sera un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque de fait, le salarié aura fait l'objet d'une rupture en dehors de la durée de la période d'essai, qui ne pouvait être donc que de 4 mois. Donc attention, point de vigilance au sein des services ressources humaines, gestion paye, etc. Depuis le 9 septembre, on a eu un changement de donne concernant la durée de la période d'essai. Troisième sujet d'actualité légale, on est toujours au mois de septembre, on est toujours sur une actualité relativement fraîche, c'est celui de la rupture conventionnelle. Alors, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, Maître Picard, mais les ruptures conventionnelles, depuis que l'accord national interpro pour ceux en 66 a fait l'objet d'un agrément, on n'en est plus. Parce qu'on est obligé d'appliquer le montant de l'indemnité conventionnelle, et notamment pour le personnel cadre, ça nous coûte beaucoup trop cher. Déjà que la rupture conventionnelle n'est pas acceptée par nos financeurs, alors imaginez, si on devait appliquer obligatoirement le montant de l'indemnité conventionnelle, on ne s'en sort plus. Et bien, pour vraiment éteindre complètement la rupture conventionnelle dans le secteur, et plus précisément pour ceux qui sont en 66, depuis le 1er septembre dernier, on a notre fameux forfait social qui a disparu, qui était de 20%, qu'on a remplacé par une contribution unique de 30%. Sur ce point, pour ceux qui ne sont pas en 66 et qui continuent à faire des ruptures conventionnelles, on a eu un petit débat qui a agité, alors toute proportion gardée par rapport au sujet des congés payés, hein, mais ça a un peu fait couler un peu d'encre. À partir de quand cette contribution unique de 30% doit-elle entrer en vigueur ? Est-ce que c'est à compter de la date de conclusion de la rupture conventionnelle? Est-ce que c'est à la date de fin du délai de rétractation? Ou est-ce que c'est à compter de la date de rupture du contrat de travail qui peut avoir soit les 15 plus 15, 15 jours calendaires de rétractation, 15 jours ouvrables d'homologation, ou deuxième possibilité, une période beaucoup plus longue selon une négociation entre les parties. Ce que nous dit le Code du travail, ce que nous dit surtout la doctrine, et également le BOSS. Donc c'est intéressant parce que si c'est le BOSS c'est quoi? C'est le bulletin officiel de la sécurité sociale. Ça veut dire que ce sera opposable en cas de contrôle URSSAF. On vient nous dire que ça s'applique au contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023. Donc, toutes les ruptures conventionnelles nécessairement que vous allez conclure à partir d'aujourd'hui, eh bien, elles seront soumises à cette contribution unique de 30%. Si hélas vous avez conclu des ruptures conventionnelles avant le 31 août et que vous avez fixé une date de fin, on donne un exemple, 31 décembre, selon le BOSS, vous allez être soumis aux 30% au moment du règlement de l'indemnité, quand bien même tout le package de la rupture conventionnelle aurait été réalisé avant le 31 août 2023. Donc voilà, c'est le petit cadeau aussi de fin d'année pour ceux qui continuent à faire des ruptures conventionnelles, même si nous, on ne va pas vous mentir, il n'y en a plus beaucoup qui font des ruptures conventionnelles, notamment en 66. Et petit reminder aussi, depuis maintenant avril, hein, on vous rappelle que ça doit être télédéclaré, sauf évidemment pour les salariés protégés où on reste sur une procédure classique de demande d'autorisation ARC avec une jolie lettre recommandée auprès de l'inspection du travail. Donc c'était les indemnités, non, c'était les actualités légales. Deuxième sujet, actualité conventionnelle. Actualité conventionnelle, évidemment, le sujet majeur, c'est celui de la convention collective unique étendue. Alors nous, on n'a pas d'infos, si ce n'est des bruits de couloir qu'on ne répercutera pas ici. Donc on va rester sur les positions affichées, entre guillemets, officiellement des uns et des autres. Donc officiellement, d'un côté, on a un énorme blocage au niveau des organisations syndicales sur le sujet du 183 € pour tous. C'est-à-dire que c'est ce qui vraiment marque le point de rupture du côté des organisations syndicales tant que vous ne validez pas et financez pas un
un avenant formalisant le versement des 183 € pour tous, nous ne signerons rien. Bon, position officielle des organisations syndicales. De l'autre côté, position employeur, on a toujours pour objectif de signer un premier bloc, et pas des moindres, puisque c'est celui sur la classification, d'ici à la fin de l'année 2023, c'est-à-dire il nous reste à peu près 3 mois pour sortir ça. Et deuxième point de blocage, qui est lié évidemment à la volonté d'Access de négocier, on va dire, bloc par bloc, et bien justement, les organisations syndicales, pour le moment, s'opposent à cette négociation thématique par thématique, mais veulent évidemment une négociation globale sur l'intégralité du texte. Donc, actualité conventionnelle, on est un peu sec, il ne se passe pas grand-chose. On va voir si le gouvernement ou d'autres acteurs vont rentrer dans le jeu pour imposer un calendrier beaucoup plus serré aux partis. Et on arrive à nos actualités jurisprudentielles. Donc je sais, je fais durer le plaisir avant que vous entendiez Cécile sur le sujet du report des cités, mais je vous fais encore un dernier petit préalable. C'est celui qu'on adore au cabinet, c'est celui de la délégation de pouvoir. Pourquoi c'est celui qu'on adore au cabinet? Parce qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a plus aucun dossier contentieux suivi par un avocat qui sait un peu de quoi il parle quand il est dans le secteur, qui vient nous dire « démontrez-moi que la personne signataire de la lettre de licenciement avait bien les prérogatives pour le faire ». Donc normalement, vous savez tous, parce qu'on la répète à chaque fois, il faut impérativement que vous fassiez un check de vos statuts, des règlements intérieurs statutaires, de la délégation de pouvoir du président vers le directeur général et des subdélégations du directeur général vers DRH ou directeurs régionaux ou directeurs d'établissement pour s'assurer qu'on a bien quelque chose d'implacable, d'incontestable en ce qui concerne le pouvoir de licencier. Et hélas, on voit trop souvent des statuts qui sont rédigés de façon tellement alambiquée qu'on peut même se dire que personne ne peut licencier dans cet assaut. Alors, tant mieux pour les salariés. Et plus généralement, hélas, on a un sujet sur la chaîne des délégations n'est pas bonne parce qu'on a des formules qui sont vraiment trop alambiquées ou trop imprécises. Et aujourd'hui, on a vraiment cette image de conseil de salariés qui envoient un filet et on voit si on ramasse quelque chose. Et si on ramasse quelque chose, à savoir je ne suis pas en capacité de produire cette fameuse délégation, on ne va même pas sur le fond du dossier. Ça s'arrête là, c'est terminé. Le licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Et que vient nous dire une décision de la Cour de casse relativement récente, puisque c'est tombé pendant l'été? Elle vient élargir encore la situation. C'est-à-dire que pour le moment, on était concentré sur la rupture du contrat, le licenciement. Et bien là, on rajoute un petit pion supplémentaire, puisqu'on vient nous dire que, y compris la notification d'une sanction disciplinaire, donc d'un niveau inférieur, doit faire l'objet de cette même délégation. En l'espèce, c'était un responsable ressources humaines qui avait signé une mise à pied disciplinaire sans avoir de délégation à ce titre. Eh bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le salarié a obtenu sur ce même fondement l'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire parce que la personne signataire n'avait pas délégation pour le faire. Et on a déjà 2 dossiers qui sont tombés depuis juin 2023. C'est quand même, et en plus, on a eu l'été. Donc déjà 2 dossiers sont tombés pour des salariés qui contestent la sanction disciplinaire, observation, avertissement, blâme, mise à pied disciplinaire. Et le seul point qui est demandé dans les conclusions, ils ne vont même pas sur le fond. Ils vont juste lancer le fameux filet, démontrez-moi que le directeur, le chef de service, la responsable ressources humaines, le DRH avait bien qualité pour signer cette fameuse lettre de sanction disciplinaire. Donc, attention, surtout pour les associations 51-66 qui, comme vous le savez, certaines tentent quand même de notifier des sanctions disciplinaires préalables aux salariés pour s'extirper du camp de faute grave ou rien. Ces sanctions disciplinaires-là feront aujourd'hui l'objet d'une remise en cause dès l'instant que le signataire de cette lettre ne disposera pas des délégations expresses à ce titre. Et on a une deuxième décision rendue par la Cour de casse sur le sujet des délégations de pouvoir. Alors, nous, on l'interprète peut-être de façon extensive, mais il est quand même intéressant de relever que cette deuxième décision, qui a été rendue en même temps, le 14 juin 2023, elle vient quand même dire
qu'une personne, enfin en tout cas on pourrait se dire que les statuts de cette association-là prévoyaient que le président pouvait déléguer évidemment à un salarié, à un administrateur, mais les statuts prévoyaient aussi qu'il pouvait déléguer à une personne extérieure de l'association. Et là tout de suite évidemment on pense à nos fameux managers de transition, à nos fameux mandataires de gestion, dans l'hypothèse de rapprochement, où on pourrait se dire, tiens, selon la rédaction des statuts, est-ce que la Cour de casse n'a pas ouvert une toute petite brèche sur le sujet en lien avec la possibilité de déléguer à un tiers, puisque c'est vraiment ça, nous, au cabinet, qui nous pose problème. Hein. Combien de fois on est interrogé sur je suis en mandat de gestion au sein d'une association, est-ce que le personnel mis à disposition de mon asso peut signer des lettres de licenciement au nom et pour le compte de l'autre? La réponse est clairement non pour nous, ce n'est pas possible. Ah, avec la rédaction des statuts bien particulières qu'avait cet asso, on peut imaginer qu'un jour, on aura une petite évolution sur le sujet. Mais ça reste vraiment infime. Donc, on répète, on check les statuts, le règlement intérieur, on essaye de ne pas faire une espèce de document synthèse global qui vient mixer le DUD, les fiches de poste et délégation de pouvoir. On respecte le champ d'application des 3 textes et on s'assure que tout le monde est en capacité de signer la lettre de licenciement dès l'instant qu'il l'a signée. Donc on était sur le sujet des délégations de pouvoir. Et là, je vous vois tous trépigner d'impatience puisque je vais maintenant laisser la place à Cécile, qui a donc une vingtaine de minutes pour vous exposer le Big Bang des congés payés, des reports, des arrêts maladie, etc. Cécile, moi je m'en vais et je te passe la patate chaude, comme on dit. Bon courage. Merci Stéphane, bonjour à tous. Effectivement, Noémie nous manque aujourd'hui, elle n'est pas là pour faire des transitions de feu comme elle le fait d'habitude. C'est pas grave, on fera sans toi Noémie qui nous écoute. Simplement, avant d'attaquer cette question quand même des congés, je vois que malgré tout, vous avez posé un certain nombre de questions au sein de l'onglet dédié. Très rapidement, parce qu'il y a des questions qui manifestement reviennent. Sur la question des délégations de pouvoir que Stéphane a évoquée, on nous demande si cette exigence liée aux délégations de pouvoir est la même pour les organismes de droit privé à but lucratif. Il faut savoir que la jurisprudence de la Cour de cassation, très exigeante, ne vaut que, malheureusement, pour les associations et fondations. Dans les structures civiles et commerciales qui sont à but lucratif, eh bien, la jurisprudence est beaucoup plus souple. Donc, on est face à une inégalité de traitement en jurisprudence, mais ça ne vaut que pour les associations et fondations. On a également une autre question concernant les délégations de pouvoir et qui est une bonne question, question posée par Madame Demange. La position de la Cour de casse pour l'annulation de la sanction vaut-elle également pour une mise à pied conservatoire prise par une direction qui n'aurait pas qualité pour le faire? Eh bien oui, c'est la même chose, parce que même si la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction, pour prendre cet acte qui a une incidence sur la relation contractuelle, on vient suspendre le contrat de travail, eh bien il faut avoir pouvoir pour la notifier. Le risque, c'est donc effectivement que cette mise à pied à titre conservatoire soit annulée. J'ai vu également qu'il y avait eu des questions par rapport à la présomption de démission. Très simplement, pour rappel, et c'est ce qui est demandé, on n'a pas de définition de l'abandon de poste qui est donnée dans le Code du travail. Donc, une absence injustifiée peut être un abandon de poste, sous réserve en fait que ça se prolonge. Si on a des absences injustifiées qui se répètent, mais que la personne revient travailler en cours de route, on n'est pas sur de l'abandon de poste. Donc, en fait, oui, un abandon de poste, c'est par définition une absence injustifiée qui va se prolonger dans le temps. Je terminerai rapidement sur la question des périodes d'essai qui ont été évoquées par Stéphane, parce que j'ai vu qu'il y avait eu des discussions sur le sujet dans le chat et dans l'onglet questions. Premier rappel, pour renouveler une période d'essai, il faut un accord de branche étendu. Donc nous, dans le secteur sous 51, 66 notamment, on ne peut pas renouveler les périodes d'essai puisqu'on n'a pas encore aujourd'hui d'accord de branche étendu. Peut-être que ça sera le cas demain si on a une convention collective unique, mais à date, ce n'est pas le cas. Donc attention, pas de renouvellement de période d'essai et on était bien sur une durée initiale qui pouvait être de 6 mois jusqu'au mois de septembre. On n'était pas sur 4 mois puisque la loi de 2008 n'exigeait pas un accord de branche étendu pour une durée de période d'essai plus longue que ce que la loi prévoyait. Ce n'est plus possible aujourd'hui, on est limité à 4 mois sans possibilité de renouvellement. Donc faites bien attention à ça, faites gaffe à vos trames de contrat, pas de renouvellement pour ceux qui sont parmi vous sous 51, sous 66 ou même qui n'appliquaient pas de convention collective. Dernier point, quelqu'un a posé une question sur les questions des périodes probatoires. Attention, les périodes probatoires, c'est pas la même chose qu'une période d'essai, c'est entre guillemets une période d'essai
qui intervient en cours de contrat. Quand on va avoir une promotion, quand un salarié va changer de poste, on va venir insérer une période probatoire. Les règles qu'on a évoquées ne s'appliquent pas, puisque les règles de période d'essai ne s'appliquent pas à la période probatoire. Vous pouvez avoir un renouvellement de période probatoire, mais sous réserve que ce soit prévu dans l'avenant au contrat de travail du salarié et que celui-ci l'accepte. Donc attention à ne pas confondre ces deux dispositifs qui n'ont en pratique rien à voir. J'en ai fini sur la question des questions qui ont été posées par rapport à la partie développée par Stéphane. On va attaquer la deuxième et certainement dernière partie de ce Social Club, c'est la question de l'actualité jurisprudentielle sur le volet notamment congés payés. Alors, sauf si vous êtes terré ces 2 dernières semaines au fond de votre lit, normalement, vous avez peut-être dû voir passer, que ce soit sur LinkedIn, dans la presse spécialisée pour ceux qui lisent assidûment la doctrine et la jurisprudence sociale, mais ceux qui parmi vous allument parfois leur télé ou leur radio ont peut-être également entendu parler de cette fameuse évolution jurisprudentielle. On n'est plus sur une évolution, on est sur un revirement sur la question des congés payés. Alors, pour recontextualiser quand même, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi la Cour de cassation vous met tous aujourd'hui en difficulté, il faut savoir que cette question du congé payé, on revient sur la question du droit européen en France. Pendant des années et des années, le Code du travail français a vécu, a évolué, on l'a vu, on a des réformes législatives à peu près tous les ans, mais sur les questions de durée du travail et de repos, il faut savoir qu'on a une influence du droit européen qui est extrêmement importante parce que on a des directives européennes, on a des règlements européens et la France est liée par tout ça. Le problème, c'est que bien qu'on ait un droit du travail français très protecteur sur tout un tas de thématiques, et ça je pense que vous en avez conscience, il y a des thématiques où le droit français aujourd'hui est inconventionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas conforme au droit européen. Et on va parler des congés, mais ça doit vous faire écho à un sujet qu'on a développé pendant pas mal d'années depuis 2017, c'est la question du barème Macron. Tous les contentieux que vous avez pu voir passer avec la question du barème Macron et de sa conformité au droit européen, eh bien c'était ça. C'est-à-dire que des personnes ont soulevé le fait que le barème Macron français, tel qu'il existe dans le Code du travail, eh bien n'est pas conforme aux dispositions européenne et même pour certains internationales, et donc que à partir du moment où il n'était pas conforme, eh bien le juge devait en écarter l'application. Alors ça, la Cour de cassation, elle est venue nous dire le barème Macron français est conforme au droit européen. On a d'ailleurs encore vu passer un arrêt en septembre 2023 sur le sujet, donc ce n'est plus un sujet. Mais il n'y a pas que le barème Macron, il y a d'autres thématiques, j'y reviendrai après, mais la question de la durée du travail, des congés, c'est vraiment le sujet de prédilection des revirements potentiels de jurisprudence au regard du droit européen applicable. Alors pourquoi on en est arrivé là? Vous le savez certainement, en tout cas je l'espère, en France on a normalement, légalement, 5 semaines de congés payés et on acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Et c'est ce point qui est important, c'est que notre article L3141-3 du Code du travail vient parler de temps de travail effectif. Pourquoi? Parce qu'en France, depuis des années et quasiment depuis toujours, l'acquisition des congés payés, elle est liée finalement à un aspect assez patrimonial, c'est-à-dire qu'on va travailler pour générer des congés payés. Il y a un petit peu cette logique-là. Alors que le droit européen ne raisonne pas comme ça et va venir considérer que on travaille, donc on a le droit à des congés pour se reposer, mais que même si on ne travaille pas, dès lors qu'on a une relation contractuelle de travail, toute personne doit pouvoir bénéficier d'un droit à un repos. Et donc on est sur deux logiques un petit peu différentes qui vont conduire à cette évolution du cadre qu'on connaît aujourd'hui. On a une deuxième disposition dans le Code du travail qui pose des problèmes, c'est l'exception qui a été posée par le Code du travail et qui venait considérer que si vous étiez en arrêt maladie classique, eh bien, vous ne génériez pas de droit à congé payé puisque par définition, vous n'étiez pas en situation de temps de travail effectif, sauf si vous étiez en arrêt de travail pour origine professionnelle liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dans cette hypothèse-là, le Code du travail vous indique que eh bien, vous allez acquérir des congés payés dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an. Au-delà d'1 an, eh bien, que vous soyez en arrêt de travail pour maladie pro ou pas, ça n'avait aucune incidence. Sauf que le problème, c'est que ces deux dispositions-là sont clairement
contraire au droit européen. Alors, je ne vais pas vous faire la citation de la directive européenne, du règlement, etc. Mais sachez que ce n'est pas conforme au droit européen et ce n'est pas la première fois qu'on le sait. Ça fait des années qu'on en parle, puisque dès 2009, la Cour de justice de l'Union européenne est venue considérer que à partir du moment où un salarié est absent pour une raison indépendante de sa volonté, eh bien, il doit acquérir des congés payés. Là, on était en 2009. On a eu en 2012 une question posée par la Chambre sociale de la Cour de cassation française à cette fameuse CJUE pour lui demander clairement, OK, est-ce que notre Code du travail français est conforme au droit européen? Et là, la CJUE est venue clairement nous indiquer que eh bien, nos dispositions qui viennent empêcher un salarié en arrêt maladie d'acquérir des CP ou un salarié en arrêt maladie pro d'en acquérir au-delà d'un an, eh bien, n'étaient pas conformes au droit européen. Donc ça, c'était en 2012. On est il y a 11 ans. Depuis 11 ans, la Cour de cassation, elle a alerté le gouvernement. Elle publie des rapports tous les ans. D'ailleurs, le dernier rapport annuel est tombé assez récemment. Et à chaque fois, elle est venue inviter le législateur à faire évoluer le droit français. L'avantage d'une évolution qui passe par la loi, c'est la sécurité juridique. Parce que bien évidemment, si demain, on a une loi sur la question des congés payés, vous en êtes informés. Ça vaut pour l'avenir. C'est le principe d'une loi. Une loi n'est pas rétroactive. Et donc, on a une sécurité juridique. Sauf que l'État français a fait la sourde oreille, encore une fois, pour des raisons certainement politiques aussi liées à notre conception française des congés payés. Et donc, on n'a pas eu d'évolution. Vous avez certainement entendu parler qu'en 2023, on a eu un projet de loi qui a été voté, qui a été promulgué, qui portait sur l'adaptation du droit français au droit européen. Pourtant, dans cette loi, on n'a pas eu une seule disposition sur la question des congés payés. La seule évolution qu'on a eue en France sur les congés payés, c'est que à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour pouvoir acquérir et prendre des CP, il fallait une période minimale d'1 mois au sein de l'entreprise de travail. Ça, c'était pas conforme au droit européen et le gouvernement a pris acte de cette situation. Ça fait maintenant plusieurs années que le Code du travail a évolué sur ce point. Pour la question de l'acquisition sur l'arrêt maladie, c'est un sujet qui est très sensible. Et on comprend qu'il n'était pas dans les tuyaux de l'État de faire évoluer les dispositions légales quand on sait que, vous en avez peut-être entendu parler au début du mois de septembre, le gouvernement veut renforcer, en tout cas veut déposer un projet de loi pour renforcer le contrôle des arrêts maladie et venir finalement désinciter à une situation d'arrêt de travail. Alors là, on est sur des questions purement politiques qui ne regardent que le gouvernement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on se rendait bien compte que ça n'allait certainement pas passer par un vecteur législatif. Et face à cette situation, eh bien, la Cour de cassation, après ces alertes, mais plus de 11 ans après le dernier arrêt de la CJUE à propos de la France, eh bien, on a 4 revirements de jurisprudence qui sont tombés en ce mois de septembre et qui vont avoir un impact assez considérable pour les entreprises. J'y viens. Le but de ce contexte, c'était de vous faire comprendre pourquoi on en est arrivé là et surtout pourquoi on n'avait pas aujourd'hui de loi sur ce sujet. Alors, quels sont ces revirements? On en a 4. Le premier revirement, c'est que à partir du moment où un salarié est en arrêt de travail, qu'il soit d'origine professionnelle ou pas, eh bien, il continue à acquérir des congés payés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compteur de congés payés qui avant était suspendu pendant le temps de la suspension du contrat de travail, on parle bien de l'acquisition des congés payés, eh bien, va continuer à courir. Donc, un salarié va continuer à acquérir des congés payés comme s'il avait été présent au sein de l'établissement. Donc ça, c'est le premier revirement de jurisprudence qui est évidemment conséquent, puisque c'est une application totalement contraire du droit du travail français. Concrètement, dans cet arrêt, la Cour de cassation, elle est venue constater que l'article du Code du travail français est totalement non conforme au droit européen, qu'on ne peut pas en faire une simple interprétation qui le rendrait conforme, et donc on est tout simplement obligé de l'écarter, de le balayer, pour venir considérer qu'à partir d'aujourd'hui, si vous êtes en arrêt maladie, vous générez des droits à congés payés. Ça, c'est le premier arrêt. Deuxième arrêt sur le sujet, c'est la question de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. C'est finalement la continuité du premier arrêt. La Cour de cassation est venue estimer que cette durée limitée à 1 an pour acquérir des congés payés quand vous êtes en arrêt de travail d'origine professionnelle, eh bien, n'était pas conforme au droit européen. Et donc là encore, cette disposition du Code du travail est, à compter d'aujourd'hui, mais même auparavant, et je vais y venir, est écartée. Donc, quelle que soit l'origine de l'arrêt de travail, vous générez aujourd'hui des droits à congés payés. On a eu un troisième arrêt qui a été rendu sur le sujet des congés payés et qui, à mon sens,
est le plus problématique de tous. Et je vais y revenir, c'est celui qui, en pratique, va vous causer le plus de difficultés et qui va donner du grain à moudre aux praticiens du droit et qui va certainement générer du contentieux. C'est l'arrêt sur la question de la prescription de l'indemnité de congé payé. En fait, on a eu un arrêt parmi le lot d'arrêts sur les congés payés où on avait une situation très particulière où c'était une salariée, alors de mémoire c'était une formatrice, mais j'ai un doute, une salariée qui, alors n'était pas salariée justement, c'est là où je fais le lapsus, elle était prestataire pour un établissement et elle a sollicité devant le Conseil de prud'homme la requalification de la relation de travail en relation salariée. C'est finalement tous les contentieux qu'on a en ce moment sur les livreurs, Deliveroo, etc. Mais aussi, si je prends l'exemple du secteur, voilà, on a des demandes de requalification de, par exemple, enseignants de la fonction publique en relation de travail salarié. Je pense que ceux qui, parmi vous, ont des IEM, par exemple, c'est des contentieux qu'on connaît. Donc, c'était un contentieux assez classique. Et parmi les demandes que cette personne formulait, au-delà du classique rappel de salaire, etc., eh bien, elle venait demander un rappel de congé payé. Parce que par définition, si elle était prestataire, elle n'a jamais bénéficié du moindre congé payé au cours des 14 années de relation de prestation. Et donc, du coup, elle est venue solliciter un rappel de salaire, un rappel d'indemnité de congé payé, puisque le contrat de travail qui a été requalifié, du coup, était rompu. Les juges ont fait droit à sa demande de requalification de la relation en contrat de travail et donc ont fait droit à sa demande d'indemnité de congé payé. Mais dans cette affaire, la Cour d'appel de mémoire est venue indiquer OK pour le rappel de salaire, mais attention, prescription, on va la limiter à 3 ans, c'est du salaire. C'est là où c'est allé jusqu'en cassation et la Cour de cassation est venue dire oui mais non. En matière de congé payé, eh bien, effectivement, normalement, le point de départ de la prescription pour venir demander soit à bénéficier de congé payé, soit à avoir une indemnité si le contrat a été rompu, c'est l'expiration de la période légale ou conventionnelle, eh bien, au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Vous savez, en matière de congés payés, on a une période d'acquisition, une période de prise. Quand la période de prise se termine, eh bien, le point de départ de la prescription commence à courir. Et là, la Cour de cassation, elle vient poser une exception à tout ça. Elle vient dire oui, mais ça, c'est sous réserve que le salarié avait bien été mis en mesure d'exercer son droit à congé, sous réserve que l'employeur ait respecté ses obligations pour lui permettre de prendre les fameux congés. Et donc, la Cour de cassation vient décaler finalement le point de départ de la prescription. Et dans cette affaire, la personne s'est vue octroyer une indemnité de congé payé égale à 14 années de relation de travail. Donc, c'est énorme, c'est considérable. Et c'est cet arrêt, finalement, qui pose le plus de difficultés parce que je vais y venir, ça va poser question sur mais c'est quoi, du coup, la prescription de ces revirements de jurisprudence? Concrètement, est-ce que j'ai un salarié qui a 25 ans d'ancienneté peut venir me réclamer une indemnité de congé payé ou à prendre des CP? Je vais y revenir. Ça, c'était le troisième arrêt. Quatrième et dernier arrêt, alors qui a été un petit peu moins médiatisé, mais qui est quand même assez important, c'est qu'il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a peu, on avait un arrêt de Cour de cassation, une chambre sociale, qui venait clairement nous dire qu'un salarié en congé parental, attention, on ne parle pas du congé paternité, on parle bien du congé parental, ne peut reporter les congés payés qu'il a acquis. Ça voulait dire quoi? Le salarié partait en congé parental, il avait un stock restant de 5 CP, par exemple, eh bien, quand il revenait dans l'entreprise, dans l'association, dans la fondation, eh bien, il ne pouvait pas prendre les CP qu'il avait auparavant acquis, puisque la période de référence est terminée et qu'il n'avait pas un droit à report. On a eu un revirement dans cet arrêt du 13 septembre où la Cour de cassation vient considérer que pour le salarié en situation de congé parental, à partir du moment où il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses CP au cours de l'année de référence, du congé parental, parce qu'évidemment, s'il revient, admettons, en juin et que la période de référence se termine en décembre au sein de cette entreprise, eh bien, il pourra prendre ses congés payés acquis sur cette période-là. Si jamais il revient au cours d'une autre période de référence, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il ne pouvait pas reporter ses CP. Depuis la réforme, c'est un lapsus, depuis le revirement de jurisprudence, eh bien, tous les CP qu'il avait acquis sur son bulletin de paye, vous prenez le bulletin de paye avant le départ en congé payé, vous regardez en bas à gauche le solde des CP, quand il revient de congé parental, il doit pouvoir prendre les congés payés qu'il avait acquis auparavant. Attention, ça ne veut pas dire, comme j'ai pu le lire à certains endroits, qu'à partir d'aujourd'hui, le salarié acquiert des CP pendant son congé parental. Ça, c'est pas du tout vrai. On est juste sur la question du report des CP déjà acquis. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai évoqué, le droit européen, ce qu'il vient dire, c'est que le salarié doit acquérir des CP
uniquement si son absence n'est pas due à son propre fait. Et c'est le cas normalement d'un arrêt maladie ou d'un arrêt maladie professionnelle ou accident de travail. Dans le cas d'un congé parental, le salarié est bien volontaire dans cette démarche. À aucun moment, le congé parental n'est obligatoire en droit du travail. Et donc, du coup, il n'acquiert pas le congé payé pendant le congé parental. Donc ça, c'est un point qui est assez important et qui permet de faire le lien avec une question qui nous a déjà été posée, qu'on a vu passer, c'est OK, ces 4 arrêts et ces revirements de jurisprudence, concrètement, à quoi ils s'appliquent? Parce qu'évidemment, c'était la question des congés payés. Là, on a eu la situation du congé parental. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nouvelle jurisprudence, elle est exclusivement limitée aux absences du salarié qui ne sont pas dues à son propre fait. Si le salarié vous demande un congé sans solde, il ne va pas acquérir des congés payés. Si le salarié est en situation d'absence injustifiée, et pour rebondir sur une question qui a été posée, en situation d'abandon de poste et que vous ne pouvez pas le licencier ni mettre en œuvre la procédure de présomption de démission parce que vous n'avez pas d'obligation de le faire et que vous souhaitez laisser le contrat de travail courir, eh bien, évidemment, le salarié ne va pas acquérir de congés payés puisque son absence injustifiée est due à son propre fait. Mais attention, les arrêts dont on parle, évidemment, concernaient des congés payés annuels légaux, tout ce qui est plus classique, 5 semaines par an. Le problème, c'est que vous le savez certainement, la Cour de cassation assimile les congés payés d'origine conventionnelle aux congés payés légaux. Ça veut dire que les principes qui ont été dégagés dans ces arrêts vont venir s'appliquer aux congés payés d'origine conventionnelle. Je pense à ceux qui ont des congés d'ancienneté, par exemple. Je pense à ceux qui ont des congés supplémentaires, quelle que soit leur appellation. Hein. Et je pense notamment à ceux qui, parmi vous, ont des congés trimestriels, puisque les congés trimestriels, on a déjà des arrêts sur le sujet, sont assimilés de par la jurisprudence aux congés payés légaux dans leur modalité, dans leur régime juridique, finalement. Donc ça, c'est un point important. Attention, par contre, peut-être que certains parmi vous ont des accords aménagement du temps de travail, soit en annualisation, soit en cycle, ou peut-être certains parmi vous sont encore sous un régime de RTT, peut-être parmi vous, certains ont des forfaits jours au sein de leur structure. Les nouvelles jurisprudences sont exclusivement limitées à la question des congés payés. Les RTT, les congés repos, entre guillemets, liés en aménagement du temps de travail et les repos liés au forfait jour ne sont pas du tout concernés par ce revirement, puisque pour ces types de repos-là, on est vraiment lié à une question d'acquisition par temps de travail effectif. Donc attention, ça n'a pas d'incidence sur vos accords aménagement du temps de travail. C'est un point qui me paraît quand même important, quitte à être bouleversé. Autant limiter quand même ce bouleversement à ce que prévoit uniquement la jurisprudence. Alors, on en vient aux questions qui fâchent. La première question qui fâche, c'est quand va s'appliquer cette jurisprudence? Alors, j'ai un petit peu amorcé le sujet. Le problème, c'est que si cette réforme était intervenue par une réforme par la loi, je vous aurais dit, bah, c'est pour l'avenir, vous avez le temps de la mettre en œuvre. Le problème de la jurisprudence, c'est que c'est pas une source officielle du droit, que officiellement la jurisprudence, c'est juste une lecture du droit existant, et donc par définition, la jurisprudence est totalement rétroactive, c'est-à-dire que c'est comme si ça avait toujours été le cas, finalement. On est censé venir considérer que ces nouveaux principes existent depuis 12 ans. Voilà. Donc alors je dis 12 ans, c'est même plus simple, puisque la directive européenne en question, elle date du début, de la fin des années 90 de mémoire. Donc on est sur une période qui est quand même assez considérable. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se pose, on réfléchit, on ne prend pas de décision hâtive. C'est un point qui paraît fondamental parce que vous l'avez compris, les conséquences financières sont considérables, d'autant plus pour des structures privées à but non lucratif, puisque évidemment, si on a des rappels de congés payés sur de nombreuses années, eh bien, ça va coûter une fortune. En termes d'organisation du travail, évidemment, si on a des salariés qui vous disent moi, en fait, j'aurais dû acquérir 60 congés payés que je vais demander à prendre et donc je vais partir en vacances pendant plusieurs mois, ça va aussi avoir une incidence sur la gestion de vos plannings et de l'organisation de vos établissements. Alors, la première étape qui est indispensable et sur laquelle on n'a aucun doute, nous, au cabinet, c'est que d'ores et déjà, et là, les services de paye, les services RH vont être mobilisés, eh bien, il va falloir modifier vos logiciels de suivi de temps de travail, vos logiciels de paye, pour permettre dès aujourd'hui une comptabilisation du temps d'absence pour maladie, que ce soit une maladie professionnelle ou pas, dans le décompte de l'acquisition des congés payés. En gros, quand votre salarié est en arrêt maladie, quelle que soit la durée, il faut que son compteur de CP continue à tourner et il faut qu'à la fin du mois, quand il reçoit son bulletin de paye, eh bien, le compteur ait continué à tourner. Ça, c'est le premier point qui ne fait pas de doute. Il faut d'ores et déjà, et pour l'avenir, venir modifier ce point.
Deuxième question, et c'est la plus problématique, qu'est-ce qu'on fait pour le passé? Retour vers le passé, retour vers le futur. Là, concrètement, on est dans une situation où on est en train de nous dire que ça fait des années qu'on aurait dû appliquer quelque chose qu'on n'appliquait pas parce qu'on se contentait de respecter la loi. Alors, vous avez plusieurs options qu'on va vous présenter. Alors ça, c'est des options qui sont à discuter évidemment en interne, également avec votre conseil le cas échéant, mais en tout cas, il faut y réfléchir et il faut se poser pour comprendre quel est l'enjeu et l'impact au sein de vos établissements, ce qui va impliquer un audit en interne. Je pense que le premier élément fondamental, et ça va vous prendre un peu de temps, mais il va falloir le faire, c'est faire, déjà pour les salariés qui sont encore présents dans vos structures, faire un audit finalement des situations individuelles, de combien de personnes sont concernées, en particulier les personnes qui ont eu des arrêts maladie de longue durée. Concrètement, on parle de combien de personnes et on le quantifie à combien de congés payés et ça se traduit par quelle enveloppe budgétaire. Pour qu'au moins dans votre gestion budgétaire, vous puissiez, le cas échéant, provisionner d'éventuels contentieux. Je vais y venir. Alors les options, quelles sont-elles? La première, c'est l'option du bon élève, le premier de la classe qui a bien lu les arrêts de la Cour de cassation et qui se dit moi, je vais être complètement carré, je veux bien faire, je prends les devants. Peut-être un peu trop. C'est-à-dire que ça va être l'option de venir dire « Ah bah moi, je vais reconstituer pour chaque salarié présent dans mon entreprise son droit ACP manquant depuis le début de la relation contractuelle finalement. Et donc, je vais prendre les devants et je vais le faire. » Alors ça pose plusieurs questions et plusieurs problématiques. La première, c'est que, alors soit on attend que le salarié vienne nous demander, soit on le fait spontanément. Mais au-delà de ça, vous allez avoir un sujet lié finalement à la preuve. Parce que si vous avez un salarié qui est présent dans vos effectifs depuis 25 ans, comme ça arrive dans beaucoup de structures du secteur parce qu'il y a des reprises d'associations, etc., le bulletin de paye, il est conservé normalement 5 ans. Alors, 50 ans si vous avez une gestion dématérialisée de vos bulletins de paye, mais il va falloir être en mesure de se rappeler quand est-ce que le salarié est en arrêt maladie. Donc ça, c'est le premier point, question de la preuve. Deuxième point, financièrement, c'est inenvisageable. Je pense qu'aucune structure ne peut assumer un tel coût et un tel risque, en tout cas là tout de suite sur le mois de septembre 2023. Et ça pose aussi la question des salariés qui ont quitté les effectifs. Parce que vous le savez certainement, on a de la jurisprudence sur le sujet et dans le secteur, on est souvent concerné par ça. Par exemple, quand on a des augmentations de valeur du point qui sont rétroactives mais qui sont signées très tardivement, normalement, les salariés qui ont quitté la structure entre-temps sont censés pouvoir en bénéficier et demander un rappel de salaire, y compris s'ils ne sont plus dans les effectifs. C'est pareil, je pense notamment aux indemnités type la Forcade, prime Covid, etc. Eh bien, les salariés qui ont quitté les effectifs y étaient éligibles pour la période d'application de l'accord collectif, de la décision unilatérale. Donc, bref, cette première option, qui est certes totalement illusoire, eh bien, n'est absolument pas envisageable financièrement. La deuxième option, c'est je régularise, mais un petit peu. Je tente, j'anticipe et donc je reconstitue le compteur de CP pour la période d'acquisition quand j'ai payé en cours. Parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez une période d'acquisition d'1 an, une période de prise généralement d'1 an, et bien vous allez régulariser vos compteurs. Alors pour l'avenir, évidemment, vous allez modifier votre paramétrage et pour le passé, on va venir limiter finalement cette régularisation pour la période d'acquisition qui vient d'être terminée et celle en cours, et on va venir recréditer finalement des congés payés, le cas échéant, aux salariés qui ont été en situation d'arrêt maladie. Et dans cette situation-là, quand le salarié va revenir de son arrêt maladie, eh bien, on va lui permettre de prendre ces congés payés-là, soit de les prendre, soit de les affecter en CET, le cas échéant, parce que si parmi vous, certains ont mis en place un CET, ça pourra vous aider sur cette gestion de congés, puisque le salarié pourra les créditer dessus, ce qui vous évitera d'avoir tout de suite à organiser une prise DCP, ou en tout cas de verser l'indemnité de congés payés, le cas échéant. Troisième et dernière option, c'est je paramètre mon logiciel pour l'avenir, mais je ne régularise absolument rien pour le passé et j'attends les contentieux en provisionnant. Et là, c'est vraiment une politique de gestion interne qui va se poser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, on n'a pas d'évolution législative qui est prévue. Peut-être que ça va être le cas. Le gouvernement n'a pas du tout communiqué depuis ses arrêts sur un éventuel projet de loi, mais c'est pas impossible que ce soit dans les tuyaux. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être une solution qui permettrait de sauver les meubles, en tout cas sauver les entreprises, les associations, les fondations. C'est, alors, pour la période passée, la question de l'acquisition, on ne peut pas faire grand-chose. On va juste prendre contentieux, débattre de la question de la prescription, et ça sera notre rôle en tant qu'avocat, d'essayer de débattre de la question de la prescription et de faire en sorte que le salarié n'acquiert pas des CP sur 28 ans. Sur la question de la prise,
il y a une option qui pourrait être mise en place, c'est la question de la gestion du report des congés finalement. Parce que le droit européen ne vous dit pas que le salarié va acquérir des CP de façon illimitée et pourra les reporter de façon illimitée. Et le droit européen accepte tout à fait qu'une loi ou une convention collective ou un accord collectif d'entreprise, et c'est là où ça peut être un sujet de négo, vienne fixer une limite au report des CP qui aurait même été acquis pendant des arrêts maladie. Le droit européen est venu valider une période de report de 15 mois. Il n'a pas validé une période de report de 8 mois. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut que ce soit au minimum 1 an, qui est une période de référence minimale, et un peu plus. Donc 15 mois, ça paraît raisonnable. Et vous pourriez sauver les meubles en ayant un accord collectif qui viendrait vous dire « Ok, les salariés acquièrent des CP, mais attention, quand il revient d'arrêt maladie, on ne peut pas de façon éternelle les reporter. La limite du report, ça va être 1 an et demi, par exemple. » Donc ça peut être négocié par la convention collective, par l'accord collectif. Ça peut aussi faire l'objet d'une disposition législative et on espère que le gouvernement va se mobiliser pour justement déposer éventuellement un projet de loi sur ce sujet pour assumer un petit peu son absence de transposition du droit européen. Je terminerai sur la question du contentieux. Ayez en tête que tout ce dont on dispute, on va en débattre en contentieux. Bien évidemment, nos frères côté salariés sont d'ores et déjà mobilisés pour venir faire de telles demandes, soit d'indemnité de congés payés pour les salariés qui ont quitté les effectifs, soit une demande de rappel de congés payés pour ceux qui sont toujours dans les effectifs. Sachez que si jamais vous veniez à être condamné, et lourdement condamné, parce que par définition, les condamnations peuvent être conséquentes, il y a une voie qui n'est certes pas une voie qu'on a forcément envie de privilégier dès le départ. C'est la question de la responsabilité de l'État. Il est tout à fait possible, en cas de condamnation d'un employeur à un rappel de congés payés, de saisir le juge administratif pour venir faire payer la note auprès de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est l'État qui est ici totalement responsable en ayant refusé de transposer le droit européen. Et ça, c'est pas des contentieux illusoires, on les pratique nous au cabinet. Je pense notamment sur la question des procédures de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Dans cette hypothèse-là, si l'inspecteur du travail commet une boulette dans la procédure contradictoire et que 10 ans après, on a une annulation du licenciement avec des conséquences financières considérables, on peut engager la responsabilité de l'État et récupérer l'argent. Donc évidemment, ce n'est pas une solution miracle, mais en tout cas, ça se fait et on l'a vu pratiquer. Et c'est certainement ce qui va se passer pour les congés payés si l'État ne se mobilise pas pour permettre une évolution du droit français qui viendrait vous sécuriser. J'en ai fini pour la question des congés payés. Ayez simplement en tête que c'est peut-être le début d'une flopée jurisprudentielle sur la question du temps de travail, parce qu'il n'y a pas que les congés payés qui sont border en droit français, on a la question des heures supplémentaires. Vous le savez, si aujourd'hui vous posez 2 congés payés, un lundi, un mardi, et que vous travaillez 12 heures par jour le jeudi, le vendredi et le mercredi, vous n'avez pas le droit à des heures supplémentaires parce que la période de congé n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour les droits liés à la rémunération, en tout cas aux heures supplémentaires. Donc ça va poser question et il n'est pas impossible qu'on ait une évolution du droit français dans les années à venir. C'est pareil pour la question des astreintes où on a des arrêts de CJUE qui commencent à nous faire comprendre que notre système d'astreinte français n'est pas forcément très conforme au droit européen. Donc ça, voilà, c'est à guetter. Peut-être que le Social Club numéro 5, 6 ou 12 fera état d'évolution jurisprudentielle, mais voilà quel était le cadre pour la question des congés payés. J'en ai fini, on a débordé un petit peu sur les 45 minutes, mais le sujet s'y prêtait. J'imagine que vous avez énormément de questions encore sur ces sujets. On ne pouvait évidemment pas tout traiter là dans le cadre du Social Club. Vraiment, prenez le temps de vous renseigner, de vous poser et d'auditer vos pratiques internes sur cette question des congés payés pour déjà évaluer le risque et provisionner le cas échéant et pour prendre justement les décisions qui s'imposent en matière de gestion des congés payés. J'en ai fini. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci quand même à Noémie pour l'organisation et pour sa présence, non pas vocale ni visuelle, mais en tout cas, Noémie était présente avec nous. Et surtout, à suivre pour la suite. Bien évidemment que dans le cadre des prochains webinaires d'actualité du cabinet, on vous fera une mise à jour des premiers contentieux, des premières jurisprudences et des évolutions, en tout cas, qui sont connues à ce moment-là sur la question des congés payés. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt pour le prochain Social Club du cabinet et du magazine Direction. Vous recevrez le lien pour le webinaire, pour le replay du webinaire par mail. Vous recevrez également dans ce lien un lien d'accès pour accéder au dernier numéro du magazine Direction si vous le souhaitez. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci beaucoup.